Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux? Me dis qu'est-ce que ça peut vous faire? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour vos Chroniques Terriennes. Chroniques Terriennes, émission animée et réalisée par Eric Cols, tous les lundis sur Radio Pays d'Aurillac de 21h à 22h, en rediffusion les samedis de 20h à 21h. Retrouvez cette émission ou les émissions précédentes en podcast sur radiopaysdaurillac.com ou sur la plupart de vos plateformes préférées. Un sujet vous passionne, vous souhaitez vous exprimer à la radio, rien de plus simple. Contactez-moi au 07 69 25 96 69 ou bien sur Instagram Chroniques Terriennes. Au menu de notre émission, si vous êtes un fidèle des Chroniques Terriennes, vous avez eu le plaisir de l'entendre il y a quelques mois. Elle vient de sortir son nouveau titre, « Je suis une belle personne ». C'est au téléphone que j'ai de nouveau interviewé Jancy, cette jeune chanteuse toulousaine. Poursuivons au pas de course, elle court pour son père et pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Laurence Couturier nous raconte son aventure et ce qui la motive. Enfin, nous conclurons avec Raissa Quadio, écrivaine et coach en écriture. Elle nous expliquera comment elle est passée des chiffres aux lettres. Jancy, bonjour et très content de vous retrouver sur l'antenne de Radio Pays d'Aurillac. Comment ça va? Ravi aussi d'être ici, ça va très bien. Un nouveau titre, Je suis une belle personne. Est-ce qu'il manquerait pas un point d'interrogation à la fin de ce titre? Si, c'est vrai que c'était le but, de questionner justement cette image et cette étiquette entre guillemets qu'on m'a collé, mais je ne prends pas du tout ça à mal, bien au contraire, mais oui, c'était le but de challenger un petit peu l'image que je renvoie versus ce qu'on pense tous un petit peu tout bas. Mais avec une petite envie de révolte et de dire finalement je peux être aussi un petit peu décalé, quoi. C'est ça, le but de s'accepter comme on est, à la fois nos parts de lumière et nos parts d'ombre. On a eu 25 ans, on a eu Pourquoi, on a eu aussi ça y est, je me souviens plus de l'autre titre. En piste. Tout à fait. Ouais. Alors au fur et à mesure de ces chansons, je sens quand même que vous êtes plein d'interrogations, quoi. Oui. et j'ai pas l'impression que ça se calme au fur et à mesure des titres. J'ai même plutôt l'impression que ça va crescendo un peu. Oui, alors les interrogations, c'est sûr, j'en ai toujours eu. Je suis quelqu'un qui réfléchit énormément et parfois même pour rien, pour beaucoup de choses un petit peu inutiles. Mais je pense surtout que en me lançant dans la musique, les premières chansons que j'écris, c'est un petit peu pour vider mon sac. Et en fait, j'ai besoin de ces chansons-là aussi, un peu comme d'une thérapie pour dire tout ce que j'ai sur le cœur, pour le partager et puis pour me guérir en fait. Et cette chanson-là, Je suis une belle personne, c'est la chanson que j'ai écrite en tout premier. Donc en fait, vous avez peut-être l'impression que ça va crescendo, mais au final, cette chanson, je l'ai écrite avant les autres. Donc c'était la première. Je l'ai pas sortie tout de suite parce que je voulais attendre un petit peu de sortir des choses qui étaient plus générales et moins personnelles avant. Mais oui, en fait, les interrogations, elles ont toujours été là et la musique, pour moi, c'est une manière de les extérioriser et de me sentir mieux avec ça et de vivre avec ça. C'est pour ça qu'il y a cette impression-là, je sens. Donc un texte où vous vous mettez à nu. C'est ça. Et une photo qui l'illustre où vous vous mettez à nu aussi. Exactement, oui. Après, le but de la photo n'était pas forcément de me mettre à nu, mais plutôt de montrer un petit peu la censure que la bienséance et la société peuvent nous comment dire. Je vais reformuler. Je comprends assez bien ce que vous voulez dire. En fait, oui. Non, je comprends assez bien. C'est-à-dire, finalement, je pense que vous voulez dire que
on nous oblige à nous censurer nous-mêmes alors qu'on a des choses à exprimer. C'est pas ça que vous voulez dire ? Un petit peu, c'est nous censurer nous-mêmes, et puis en tant que femme aussi, on doit bien se tenir, on doit pas parler trop fort, on doit pas rigoler trop fort. Alors bien sûr, il y a de plus en plus de personnes qui acceptent des réactions qui sont plus humaines ou plus spontanées de la part des femmes, et c'est génial, ça avance beaucoup de ce côté-là, mais il y a toujours cette image de la fille, de la bonne fille qui doit être envoyée, et c'est parfois un petit peu lourd à porter. C'est pour ça que ce texte, en fait, c'est un petit peu sorti comme du vomi. J'en avais besoin en fait de l'extérioriser. Donc voilà. Je vois que petit à petit vos vues grimpent un petit peu sur les réseaux sociaux, donc ça prouve aussi que ça marche, quoi. Ça fonctionne, ouais, tranquillou, on avance, on se donne les moyens et puis on travaille, et donc on se fait plaisir, on est sur la route. Prochainement, des sorties à venir ? Oui, je suis en train de préparer mon premier EP qui va sortir le 14 juin. D'accord. Voilà. Ah bah ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, Ouais, combien de titres au total ? Il y aura 7 titres, dont une reprise. D'accord, bah c'est bien. Voilà. C'est un bon début pour un premier EP quand même. Eh ben ouais, on verra bien, on verra. Mais en tout cas, je suis très heureuse, et là, on travaille dur dessus, et je prends beaucoup de plaisir à l'écrire, donc c'est le principal. Bon, et le travail en studio, ça commence à rentrer, ça commence à être un peu rodé, ça ? Le fait d'aller en studio, vous voulez dire, et de pas... Oui, ça va, je commence de plus en plus à m'habituer au stress lié à la voix, au fait qu'il faille être performant. Dans une prise studio, on n'a pas 36 milliards d'essais. Et je commence aussi à me familiariser avec la scène, le public. J'ai eu l'occasion de faire des petits concerts récemment, et ça fait vraiment plaisir. Je me rends compte que c'est là que j'ai envie d'être, donc c'est chouette. Ah bah l'envie d'être sur scène, c'est une très bonne chose. Et puis c'est là qu'on rencontre son public, et puis c'est là où on ressent l'émotion, quoi, en tout cas. Oui, c'est là qu'on peut ressentir vraiment ce que nos textes et nos chansons font aux gens, et que les gens peuvent nous renvoyer tout ce qu'on a donné en mille. Donc c'est le plus beau moment, je trouve. Même si je n'en ai pas vécu beaucoup et j'ai pas beaucoup d'expérience, bien sûr, mais ce que j'ai vécu pour le moment me rend super heureuse. Alors, Jeanne-Si, avant de rentrer sur scène, elle est comment ? Elle a les jambes qui tremblent, elle a envie de vomir, elle est comment, Jeanne-Si, avant de rentrer sur scène ? Le dernier concert que j'ai fait samedi dernier, du coup, j'étais extrêmement stressée avant de rentrer sur scène, mais en fait, au moment où je suis arrivée et où j'ai pris contact avec le public, ça s'est un petit peu envolé, donc un peu comme si ça me le faisait pas dans le sport. Dans le sport, j'étais stressée du début à la fin de la performance. Là, une fois que je suis arrivée sur scène, ça allait beaucoup mieux. Et donc voilà, avant de rentrer sur scène très stressée, une fois qu'elle y est, elle va mieux. C'est un peu le but. Mais en fait, le stress, c'est le bon coup d'adrénaline qui permet de se lâcher quand même. Hein. C'est ça. Oui, exactement. Le stress, c'est bon signe. Il faut en avoir un petit peu. Il faut juste pas qu'il soit paralysant. Comme je dis souvent, le track, c'est la weed des artistes. C'est ça un peu. Ouais. Exactement. Alors, la dernière chanson, là, Je suis une belle personne, elle dure un petit peu plus longtemps que les autres. On sent qu'il y avait quand même pas mal de choses à dire. Il y a beaucoup de textes, faut suivre. Et il a fallu que je la réécoute plusieurs fois pour bien tout entendre. D'accord, oui, c'est vrai ça débite. Oui, c'est sympa. Après, pourquoi c'était un petit peu plus, un petit peu plus fun, mais quand même avec plein de sous-entendus et plein de choses à dire quand même derrière aussi. Oui, c'est ça. J'avais voulu donner une atmosphère plus légère à Pourquoi, pour en faire une chanson un peu planante, un peu dansante et relativiser justement sur toutes ces questions-là. Mais le fond, j'ai voulu que le fond soit quand même assez intéressant, qui porte à réflexion, quoi. Donc oui, je pense que c'est normal qu'il y ait cette dualité ressentie. Enfin, en tout cas, si on la ressent, je suis contente parce que c'était l'objectif. Mais je voulais en faire une chanson quand même pas trop prise de tête, quoi. Parce que bon, je me prends beaucoup la tête et il faudrait pas que je me prenne la tête dans toutes mes chansons parce que sinon, ça risque d'embêter un peu les gens. Comme il est dit à la fin de Pourquoi, t'as pas essayé de t'en battre l'ec ? J'aimerais bien, j'essaye tous les jours, mais bon, c'est compliqué. Bon, ma dernière question va être, premier EP, et après ? Et après, premier EP, et puis une fois qu'on aura fait EP, il faudra le défendre. Donc j'irai le défendre sur scène dans la possible et des propos, qui route. Et puis après, l'objectif c'est de transformer cet EP en un projet plus solide et puis d'écrire un album, bien sûr, dans l'année qui va suivre. Pour pouvoir envisager d'avoir un spectacle complet d'ici un an et demi, c'est ça à peu près ? Voilà, exactement. C'est ça, on est déjà en train de préparer la scène pour l'EP,
justement le projet, on est en train de le préparer sur scène, de préparer un spectacle vivant dans le cadre de l'EP. Et ce spectacle vivant, on va l'étoffer ensuite et même le transformer pour une fois que l'album sera sorti pour en faire un spectacle. C'est l'objectif. Avec de la danse, je suppose. Oui, je pense oui, il y aura forcément de la danse. Ce sera un spectacle très vivant avec beaucoup d'instruments aussi, de mettre en avant beaucoup d'instruments, de la flûte, des congas, du piano, de la basse. Donc voilà, on a envie que ce soit très riche. Oui, pas qu'une bande son électronique, avoir des vrais musiciens sur scène. C'est ça, ouais. Voilà. C'est un travail que vous avez déjà fait, ça, avoir des musiciens qui jouent avec vous ou... C'est en train de se faire. On a recruté un bassiste là récemment dans le projet, et puis ensuite pour tout ce qui est conga, ce sera moi, et piano ce sera moi aussi, et peut-être un autre pianiste. Mais oui, on est en train de constituer une petite équipe, et je découvre, comme vous dites, le fait de jouer en compagnie de musiciens, et c'est une belle expérience. Ah c'est un partage supplémentaire, et puis la musique vivante comme ça, elle est différente de la musique sur bande, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des petits cafouillages, mais il peut y avoir aussi des petits moments d'extase. Des fois, on ne sait pas pourquoi le morceau continue alors qu'il n'aurait pas dû continuer. Et c'est ça aussi. Ouais, bien sûr. Ouais, je comprends tout à fait. Ouais. C'est des petites improvisations, des petites surprises, en fonction de la réception de la musique par les gens qui sont présents. Oui, exactement. Eh bien, Jeanne-Si, on va terminer cette interview sur ces propos. J'espère qu'on se retrouvera régulièrement sur l'antenne de Radio Pays d'Aurillac. En tout cas, pour nous, c'est toujours un grand plaisir. Eh bien, pour moi aussi. Merci à vous. C'est super. Je suis une fille sage, je fais tout pour plaire à ceux que j'aime pas, je supporte pas qu'on m'aime pas, je reste plantée là, à faire ce qu'on m'a appris, surtout je lâche pas prise, je dors 8 heures par nuit, j'ai jamais fait de bêtises, avec la tise j'y vais tout doux, j'ai jamais fumé de weed, j'ai jamais fumé tout court, ah oui, aussi, je fais de la méditation, je gère mes émotions, je contrôle ma communication, j'ai le goût de l'effort, je peux pas kiffer proprement si j'ai pas souffert un peu avant, j'essaie d'aider tout le monde et de ne juger personne, et tous ils vous le diront, je suis une belle personne. Je suis accro au sport, pour vivre dans un beau corps que j'aimerais pas quand même, que je trouverais trop faible, qui se fera siffler dans la rue, qui sera jugé de façon crue par le miroir de mon couloir et par mes proches sans le vouloir. J'étais sportive de haut niveau, la réalité, j'étais surtout pas haut niveau, donc j'ai commencé un sport qui ressemblait au mien, mais où le niveau était plutôt moyen, donc j'étais sûre de briller dès demain. J'ai toujours eu peur de perdre, mais aussi peur de gagner, et le jour où j'ai gagné d'ailleurs, je me suis barrée en prétextant que c'était pour aller vers d'autres projets, mais j'étais peut-être pas prête à ceux qui m'attendaient. Que faire de ce qu'on a fait de moi? J'ai détruit celle qui avait le droit, pour laisser vivre celle qui fera tout pour que tu l'aimes. Que faire de ce qu'on a fait de moi? J'ai détruit celle qui avait le droit, pour laisser vivre celle que tu trouveras belle, 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 belle. Je crois que j'ai confiance en moi, mais pas trop quand même. Tu peux me prendre dans tes bras, me dire que je suis belle, même après la 50e. Je te croirai jamais, j'en voudrais toujours plus et ça suffira jamais. J'assume pas de te clasher, mais je le fais quand même. Et une fois que je l'ai fait, mon côté mauviette le regrette. À coups de non, je rigole, je me justifie sans vergogne, comme si ça changeait la donne, comme si ça me rendait drôle. Je veux que mes parents soient fiers, tellement que leur regard pèse beaucoup trop quand je suis mauvaise. Je fais tout un tas de conneries qu'ils doivent pardonner ensuite. Cette chanson en fait partie. Papa, maman, je suis désolée, vous n'avez rien raté. Pourtant je juge les gens parfois et je les trouve médiocres. Je veux pas leur ressembler, mais je suis pire encore. Si t'entendais mes pensées, tu me condamnerais à mort. Boum, je crois que je mens, pour pas que tu me vois vraiment, pour que tu penses que je suis la fille du couplet précédent, pour que t'y crois autant que ma mauvaise foi. Je sais même pas si je t'aide pour t'aider toi, ou si je le fais pour moi et pour l'image que je renvoie, pour satisfaire l'ego que j'essaie de cacher au fond de moi. Je te fais croire que non, mais je veux être le centre de l'attention, et au lit tout ce que je peux te faire, c'est une belle fellation, parce que mon corps est cassé, comme s'il me criait que je sais pas m'assumer.
faire mieux que mes deux sœurs, j'ai eu 18 et demi au bac, bah ouais. Je les admire donc j'ai toujours voulu les battre. À l'école je travaillais, je me suis jamais posé de questions. Jusqu'au jour où j'ai dû assumer mon orientation. Je me suis échappée, le monde crève et je suis pas foutu de l'aider. Je pourrais innover, faire fonctionner mes neurones d'ingé conditionnés, mais je préfère chanter, ou du moins essayer. J'ai jamais rien vécu de triste, est-ce que je peux être une artiste? Je sais même pas pourquoi j'insiste, j'ai jamais rien tenté de fou. Donc j'essaye de rapper, pour défier mes tabous. Je vais sûrement prendre un gros coup, mais me parlez pas de plan B, au cas où j'échoue. Puis j'écoute pas la politique parce que j'ai pas de vrais problèmes. C'est facile d'être empathique quand t'as une chance exceptionnelle. Mais t'inquiète, les problèmes je me les fabrique. Mes pleurs sont tyranniques, je les contrôle pas, je me bouffe les doigts. Toutes les questions que tu te poses, j'y ai déjà pensé. Je veux tout contrôler parce que je sais pas m'adapter. Je suis une grande stressée, j'ai peur de l'excès, de me faire remplacer avant même d'avoir commencé. Mais tout ça je m'en carre parce que moi je veux décoller. Je chante tous mes défauts pour tous les oublier. Je les pose ici et je m'en vais. C'est le début de la vie que j'attends depuis toujours. M'attendez pas, j'arrive, déclenchez le compte à rebours. Laurence Couturier, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur l'antenne de Radio Pays d'Aurillac. Eh bien, merci de m'accueillir. Racontez-moi, vous avez été sélectionnée pour le Marathon pour tous. Qu'est-ce que c'est ça ? Le Marathon pour tous, c'est une occasion absolument unique dans la mesure où c'est le même parcours que le marathon qui sera couru par les athlètes olympiques, les garçons le 10 août et les filles le 11 août. Mais ce parcours est ouvert à tout un chacun avec des conditions que je vais vous expliquer tout de suite. La nuit entre le 10 et le 11 août. Donc il y a 20 024 heureux participants triés sur le volet pour ainsi dire qui auront la possibilité de courir ce parcours fabuleux au milieu d'animations énormes et évidemment les Jeux Olympiques à Paris, ça arrive pas tous les ans. Maintenant, la sélection était vraiment, il faut avoir beaucoup de chance en fait pour pouvoir participer dans la mesure où pendant 2 ans, les organisateurs ont lancé des défis sportifs tous les mois et on pouvait s'y inscrire pour participer depuis le monde entier. Pour vous donner un exemple, sur un défi, par exemple, courir 3 fois 15 km sur le mois, on pouvait avoir 50 000 participants et 35 000 personnes qui réussissaient effectivement le défi. Et parmi ces 35 000 participants, seulement 150 étaient tirés au sort, donc 75 garçons et 75 filles. Ça donne une probabilité d'être tiré au sort qui est vraiment minime, de l'ordre de 0,17% pour les garçons et 0,34% pour les filles. Voilà, donc c'est pas tout le monde et je sais que il y a certaines personnes qui nous écoutent qui seront pas contents d'entendre que moi j'ai été tirée au sort puisque il y a beaucoup de déçus quand même. On était vraiment beaucoup à vouloir participer à cet événement. Donc, vous êtes sportive et vous avez gagné au loto alors. En quelque sorte, et puis alors, c'est encore plus fort que ça, dans la mesure où j'ai mon dossard, mais mon compagnon a son dossard aussi. Et là, vous multipliez les deux probabilités et on arrive à 0,06% d'être sélectionnés tous les deux. C'est juste unique en fait. On est très très contents de ce qui nous arrive. Vous savez que c'est pas la peine d'aller acheter un billet de loto pendant les 100 années à venir, hein. Non. Déjà, on joue pas d'habitude, mais là, voilà. Non seulement on est très 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 conscient d'avoir beaucoup de chance, mais en plus, c'est pour ça qu'on a voulu en rendre un petit peu à l'univers en quelque sorte en courant pour une cause, puisque voilà, c'était tellement énorme et c'est venu tout seul. Pour moi, c'est apparu comme une évidence en fait. Courir un marathon, c'est le premier pour tous les deux. Hein, c'est le premier pour mon compagnon, c'est le premier pour moi-même. Et du coup, l'idée d'avoir une bonne raison de s'accrocher quand on arrive au 30e kilomètre, le fameux mur du marathon, c'était voilà, la cause en question, c'est courir pour mon papa en particulier et pour la recherche contre la maladie d'Alzheimer de manière plus spécifique, parce que malheureusement mon papa est atteint de cette maladie et que j'ai en plus perdu ma grand-mère maternelle en 2005 de cette même maladie. Donc je connais toutes les étapes qui nous attendent avec papa et ça me terrorise beaucoup d'avance parce que j'ai pas envie de passer par là avec lui, mais je sais qu'on n'a pas le choix aujourd'hui puisqu'aujourd'hui il n'y a pas de traitement. Et il peut y avoir des traitements thérapeutiques sur les symptômes, mais en tout cas pas de traitement
qui soit efficace pour ralentir le développement de la maladie, ni même la guérir en fait. Je suppose que vous avez suivi avec intérêt les dernières innovations du CNRS concernant le projet ISOLT, donc ce nouvel IRM qui permet de faire un mapping intégral du cerveau et de déceler bien en amont ce genre de maladie. Absolument. C'est vraiment une avancée extraordinaire. Il y a une nécessité absolue de comprendre au mieux le fonctionnement du cerveau pour pouvoir justement proposer une cure aux maladies neurodégénératives. Je mets ça au pluriel parce que Alzheimer n'est malheureusement pas la seule, même si elle prédomine, avec 225 000 nouveaux cas diagnostiqués par an. Aujourd'hui, c'est 1,3 million de personnes atteintes en France et 3 millions de personnes touchées. Mais surtout, c'est amené à augmenter puisque la population française est vieillissante. Donc c'est vraiment un fléau. C'est pas exagéré de dire que c'est un fléau. Et cette innovation, comme d'autres, comme tout ce qui peut amener la recherche à mieux comprendre le fonctionnement du cerveau, permettra à terme justement de contrer ce qu'on sait déjà qui cause la maladie, c'est-à-dire des amalgames de cellules et puis la modification des neurones. Mais tant qu'on ne sait pas exactement comment ça marche, on peut rien faire pour l'annihiler en fait. Courir pour la recherche, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que vous récoltez des fonds ? Comment cela se passe-t-il ? Alors, déjà, on s'entraîne. Et un entraînement pour un marathon, c'est pas rien. Donc à chaque fois qu'on sort, quand il fait nuit, quand il pleut, quand on n'a pas envie, on se dit bon, c'est pour ça qu'on le fait. Et ça motive, mais surtout d'un point de vue technique, on va dire, on a mis sur pied une cagnotte au bénéfice de la Fondation Recherche Alzheimer qui depuis 20 ans maintenant finance des projets de recherche autour de la maladie d'Alzheimer et des maladies neurodégénératives apparentées, avec de jolis progrès puisqu'il y a déjà 2 molécules identifiées, alors approuvées par la FDA outre-Atlantique et en cours d'approbation de ce côté-ci de l'Atlantique, mais l'objectif pour l'instant est de freiner le développement des symptômes. On en est là aujourd'hui dans les prochaines étapes, on va dire. Et en tout cas, donc on passe par une plateforme qui s'appelle Alvaroom, qui est dédiée à toutes les associations et fondations reconnues d'utilité publique, si bien qu'au contraire de certaines plateformes qui vont, quand vous faites une cagnotte pour vos amis, par exemple, qui vont prélever une partie de la somme et qui ne vont reverser que 85%, 90%, voilà, à la personne qui est bénéficiaire de la cagnotte. Là, ce sont vraiment 100% des fonds récoltés qui sont directement versés à la fondation. Donc ça, pour nous, c'était important parce que c'est un effort quand même d'aller réclamer des sous aux gens, que ce soit aux particuliers ou aux entreprises. Et donc, c'était vraiment, vraiment capital pour moi, que l'intégralité des sommes soit reversées à la fondation et 2, qu'on sache où vont les fonds. C'est-à-dire qu'on a rencontré la fondation, ils nous ont accueillis à bras ouverts à la Pitié-Salpêtrière où ils sont basés à Paris. On a eu accès à l'ensemble des projets qu'ils financent, sur lesquels ils travaillent. On a même rencontré lors du gala des 20 ans, il y a quelques semaines, les chercheurs qui sont à la tête des projets les plus prometteurs en ce moment. Donc on sait vraiment où vont partir ces fonds et donc pour nous c'était important bien sûr. Et alors après comment on fait ? Ben voilà, je me tourne vers vous et vers d'autres médias pour faire connaître l'initiative et demander du coup une participation. Et puis je me tourne aussi vers les entreprises puisque pour le particulier comme pour l'entreprise, ces dons sont défiscalisables à hauteur de 66%. Donc ça veut dire que lorsqu'on donne par exemple 100 €, ben ça ne coûte entre guillemets que 33 puisque les 66 on va les récupérer au lieu de les donner aux impôts. Voilà. Et quand on fait le don sur la plateforme Alvaroom, le document pour la défiscalisation est généré automatiquement. Si on veut vous soutenir, on va sur cette plateforme et on fait un don. Oui. Les dons peuvent commencer à partir de combien ? Bah écoutez, là c'est vraiment libre. Il y a vraiment aucune limite, ni vers le bas ni vers le haut, je serais tentée de dire. On s'est fixé un objectif qui est de 42 195 € parce que c'est le nombre de mètres qu'on va courir. Bel objectif. Dans la nuit du 10 au 11 août. Et voilà. Donc on espère l'atteindre. Pour l'instant, on est à 5 870 €, donc on en est bien loin. Et c'est pour ça que je me tourne
tourne vers les médias, presse, radio, télé pour faire connaître l'initiative et qui sait réussir à atteindre notre objectif. Est-ce que vous avez été soutenu par des entreprises aurillacoises ? Alors, pas pour le moment, mais il est vrai que j'ai commencé à faire connaître l'initiative localement vraiment cette semaine en fait. Donc j'espère que la dynamique va pouvoir être bénéfique en tout cas. Pas pour le moment, mais ce serait un grand plaisir et puis ce serait un grand plaisir aussi de pouvoir les mettre en avant lors des différents défis sportifs qui vont être médiatisés sur les prochains mois jusqu'au marathon et y compris le marathon. On va courir aussi d'autres courses, notamment les 10 km Adidas de Paris, fin mai, la course des héros également au mois de juin. Il y en aura sûrement d'autres. Et alors, je me prête à l'exercice en devenant un petit peu une dame sandwich avec les logos des entreprises qui me soutiennent, qui sont visibles et du coup repris par les caméras puisque ma préparation est suivie par France Télé. Donc voilà, ça donne lieu à une mise en lumière des partenaires qui soutiendront la cause. Alors, le marathon, c'est quand même pas quelque chose qui vous était naturel. Ça a été un choix. C'est le premier. C'est le premier, oui. C'est le premier. L'initiative à l'origine revient à mon compagnon Bastien puisque il était très très motivé pour participer au marathon des Jeux Olympiques. Puis comme c'est un projet qui occupe bonne partie de notre vie, en tout cas jusqu'au marathon, c'était assez naturel de le faire à deux puisque de toute façon on court à deux, quotidiennement je dirais. Donc c'est un défi qu'on s'est lancé ensemble et puis ce sera le premier pour tous les deux. Donc la préparation est similaire et c'est vrai qu'en se serrant les coudes on va plus loin quoi. Combien d'heures d'entraînement par semaine ? Alors, aujourd'hui, on en est à 3 entraînements par semaine qui durent globalement le cœur de course entre 1 heure et 1 heure et demie. Puis avant, il y a du renforcement. Après, il y a de l'étirement. Donc, il faut compter, des plages de 2 heures pour être confortable, quoi, pour faire ça bien et respecter son corps et arriver jusqu'au bout. Parce que nous, on n'est pas des sportifs de haut niveau, hein. Donc, c'est un investissement au-delà du travail, et puis au-delà des enfants et au-delà de s'occuper de mon papa. Et au-delà d'aller chercher des fonds, donc c'est une organisation. Voilà, ça représente en termes de kilomètres pour donner une idée aux gens qui ne connaîtraient pas le programme d'un entraînement marathon. Pour l'instant, on en est à des sorties d'une quinzaine de kilomètres, et après bien sûr, ça va augmenter. On a des sorties techniques. Alors après, je sais pas si ça va parler, mais voilà, des entraînements un peu plus de vitesse qui visent à rendre le corps, le cœur et les muscles plus efficaces dans la technique de course pour pouvoir courir plus longtemps en se fatiguant moins, pour schématiser un petit peu. En plus, pour courir un marathon, il ne faut pas que courir, il faut apprendre à faire d'autres choses au niveau sportif. Oui, absolument. Il faut savoir aussi comment s'hydrater, comment s'alimenter. On peut pas appréhender une course. Alors, des athlètes de très haut niveau qui vont boucler ça en moins de 2h30, peut-être qu'ils vont devoir le faire également, mais ils seront moins dans la durée, mais nous, on va pas mettre 2 heures pour boucler le marathon, donc il faudra qu'on soit encore plus pointu là-dessus, d'autant que historiquement, moi, sur les distances qui dépassent 15 km, j'ai des problèmes gastriques. Donc là, il fallait absolument trouver une solution pour que ce soit pas le cas, pour arriver au bout sans être dérangé, et puis pour remettre de l'énergie dans la machine au fur et à mesure de l'effort, qui sera soutenu sur une longue période de temps. C'est le moment, 3 minutes éclair avant le jugement. Il me faut le faire et pas faire semblant. Même si je galère, je fais un sourire. Ah ouais? Même si tu tombes genre 5 fois? Je suis une guerrière, bien évidemment. Pour le refaire à chaque fois, tous les ans. J'ai envie de plaire et de fuir en même temps. Et puis y a ma mère qui regarde fièrement. En piste. Yeah!
Vas-y championne en piste, allez. En piste même, et dis championne, résiste, allez. Résiste, allez. La la la. Vas-y championne en piste, allez. En piste même, et dis championne, résiste, allez. Résiste, allez. La la la. Pourquoi tous ces anniversaires refusés poliment, ces frustrations amères le soir au restaurant, ces pleurs dans les vestiaires qui se noient dans mes gants, cette rigueur militaire qui m'appelle dans ses rangs. Eh ben, ça a l'air sympa tout ça, dis-moi. Et si je suis dernière, ils vont m'appeler comment? Et si je suis première, après je vais faire comment? Ok, j'exagère, mais je vous le dis franchement, moi je n'ai que des partenaires et pas des concurrents. En piste. Yeah. Vas-y championne en piste, allez. En piste même, et dis championne, résiste, allez. Résiste, allez. La la la. Vas-y championne en piste, allez. En piste même, et dis championne, résiste, allez. Résiste, allez. La la la. Mais moi je suis complètement accro à vos regards qui me demandent de m'élever, accro à ce que je ressens quand je sens que je vais y arriver, accro au son de vos mains qui tapent quand je dois me relever, au souffle de mes efforts pour me relever, accro au mal de mon ventre que je sens se soulever, au bal de mes jambes qui dansent pour pas crever, yeah. De la femme que je m'apprête à raviver, de la fille à qui je peux maintenant le prouver, accro à ce que je peux vous donner là en 3 minutes sans me cacher. Allez. Vas-y championne en piste, allez. En piste même, et dis championne, résiste, allez. Résiste, allez. La la la. Vas-y championne en piste, allez. En piste même, et dis championne, résiste, allez. Résiste, allez. Radio Pays d'Aurillac. Préparer un marathon, c'est bon pour la ligne. Ça change pas grand-chose, honnêtement. On courait déjà avant de toute façon, donc on est déjà en forme, on va dire. Il n'y a pas de perte de poids du tout. Comme on fait beaucoup de renforcement musculaire, on voit des changements en termes de puissance, notamment dans le dos, les bras, les jambes, pour pouvoir être plus efficace dans la course. Après, ce que je voulais surtout dire, c'est que finalement, même si le poids ne change pas, le corps change. Oui, le corps change, et puis bon, là il y a des difficultés qui se présentent également, en tout cas de mon côté, puisque c'est vraiment beaucoup de gérer à la fois un travail à temps plein qui demande de l'investissement, de continuer à accompagner mes enfants, Combien d'enfants? Mon papa. J'en ai 2. Alors ils sont grands, mais j'ai ma fille qui a 19 ans, qui est en 2e année de prépa, donc là elle prépare des concours pour rentrer en école d'ingénieur, et du coup il y a quand même un gros stress. C'est elle qui fait le boulot, mais voilà, il y a une grosse charge de stress. Et mon fils qui a 17 ans mais 18 dans quelques jours, lui est en terminale et il prépare son bac, donc gros stress aussi. À ça s'ajoute évidemment l'entraînement, et on sait qu'il va augmenter en puissance, et puis à côté de ça la volonté vraiment de mener à bien ce projet de cagnotte pour la Fondation Recherche Alzheimer. Et là c'est vrai que voir les mois qui s'écoulent, parce que la cagnotte est ouverte le mois de décembre, et j'ai d'abord fait appel à mes proches bien évidemment, mais étant donné l'objectif, j'ouvre à un plus grand nombre pour pouvoir la faire grimper. Et c'est vrai que là je mobilise beaucoup de mon temps pour pouvoir parler du projet et pour pouvoir le présenter à de potentiels partenaires. Donc ça fait ça occupe beaucoup, et ça demande de temps et de l'énergie. Souhaitons que les investisseurs, on va dire, plus du domaine du commerce, de l'industrie, en tout cas les entrepreneurs cantaliens, répondent favorablement à cette petite cagnotte, parce que c'est intéressant. Et puis Alzheimer, ça va toucher de plus en plus de personnes, on le sait. Ça touche tout le monde. Aujourd'hui, c'est 3 millions de personnes qui sont touchées, donc c'est déjà énorme. Et demain, ce sera encore plus. Et je vous dirais, quand on dit que c'est 3 millions de personnes qui sont touchées, c'est par rapport au nombre de personnes qui sont diagnostiquées. Mais la famille est touchée.
Bien sûr, les aidants directs. Quand je dis 3 millions, c'est donc les aidants directs. Et c'est un travail qui est difficile, qui est, j'allais dire, ingrat, pas vis-à-vis de la personne qui est touchée par la maladie, parce que ça, on le fait avec le cœur de toute façon. Mais c'est dur parce qu'on voit la personne s'évaporer en quelque sorte et on peut rien y faire. Donc on va l'accompagner jusqu'au dernier moment, bien sûr, mais c'est un crève-cœur. Et ça, c'est dur. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il y a, ça, c'est des chiffres qui sont basés sur le nombre de personnes réellement diagnostiquées. Et il y a que un tiers des patients qui sont vraiment diagnostiqués. Donc, en fait, ces chiffres-là que je viens de vous donner, on peut les multiplier par 3. C'est, ça, c'est une peine parce que si on parle de la maladie, c'est un tabou presque parce que c'est une maladie qui fait peur, parce qu'on ne sait pas quoi faire avec et que on voit les personnes qu'on aime disparaître à feu, en fait. Et ça fait peur. Donc, on n'en parle pas. Mais il faut en parler parce que si on diagnostique cette maladie tôt, et c'est possible aujourd'hui de la diagnostiquer tôt, on peut vraiment agir sur le bien-être du malade assez tôt pour que ça vaille la peine. Ralentir sa progression aussi. Exactement, ralentir la progression. Et ça, quand on parle aux spécialistes, en fait, il y a un triptyque qui est très très important et qui est, je mets ça entre grosses guillemets, mais qui est relativement quand même facile à mettre en place. C'est-à-dire, enfin, non, c'est pas facile, mais il faut le mettre en place et c'est possible à mettre en place. C'est-à-dire qu'il faut absolument à tout prix préserver l'activité physique. Et ça, je le souligne encore plus parce que cette année, c'est la grande cause nationale, mais en tout cas, ça fonctionne. La nutrition, un bon équilibre alimentaire et les liens sociaux. Et ces 3 piliers-là sont vraiment essentiels à maintenir les personnes, disons, dans la meilleure qualité de vie possible, le plus longtemps possible, et ça va freiner le développement de la maladie. Si on arrive à diagnostiquer tôt, on peut agir sur les effets de la maladie. Ça ne veut pas dire qu'on va guérir les patients, mais en tout cas, on peut les accompagner le mieux possible avec ces 3 éléments-là. Et c'est pas simple. C'est pas simple parce que il faut pouvoir. Dans mon cas, moi je travaille, donc je suis pas toujours aux côtés de mon papa et il habite seul depuis le décès de ma maman avec sa chienne, fort heureusement. Mais donc sa chienne, ça lui donne l'envie aussi d'aller la promener chaque jour. Donc ça agit sur la partie activité physique. Moi j'ai de la chance parce que mon papa a toujours été relativement mobile, actif et sportif en son temps. Donc c'est quelque chose qu'il a conservé et on en est sûr. Ça le maintient en meilleure santé. Maintenant la difficulté, alors pour l'équilibre alimentaire, on a mis en place des aides à domicile qui l'aident à préparer les repas, mais c'est vrai que le lien social est aussi favorisé par ces visites quotidiennes ainsi que les visites quotidiennes des infirmières. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment continuer à mettre en place, sinon la personne perd pied beaucoup trop vite. Alors rappelons, il y a Alzheimer, mais il y a aussi pléthore de maladies neurodégénératives et la Fondation pour la recherche Alzheimer ne travaille pas que sur cette maladie-là, bien évidemment. Non, et puis la recherche qu'ils effectuent, une grande partie des projets de recherche qu'ils sponsorisent sont utiles également. Enfin, les découvertes autour du fonctionnement du cerveau sont utiles dans un large panel de maladies, c'est évident. La découverte du cerveau, c'est peut-être la dernière frontière qui nous reste finalement. Complètement. Et je pense que c'est pour ça que cette maladie fait peur, en fait, parce qu'on connaît pas, on sait pas comment ça fonctionne. C'est presque un acquis, en fait. On réfléchit pas, si je peux me permettre de le formuler de cette manière-là. Voilà, tant que le cerveau fonctionne, voilà, c'est un acquis. Et le docteur gériatre qui suit papa a une image très parlante, en fait. C'est le docteur Françoise Melloc à l'hôpital d'Aurillac et de Mauriac d'ailleurs. Elle explique que ce sont toute la vie, on a une bibliothèque dans laquelle on met des livres en fait, et chaque expérience, qu'elle soit vécue au niveau émotionnel, au niveau physique, c'est un livre, un nouveau livre, une acquisition de connaissances, ça va être un nouveau livre. Et en fait, tout au long de la vie, on va accumuler des livres. Plus on en accumule, plus on va avoir une richesse, plus on fait fonctionner son cerveau, plus on va avoir une richesse. Et là, la maladie d'Alzheimer, comme d'autres maladies neurodégénératives, elles vont commencer par pêcher en fait sur les derniers livres qu'on a mis dans la bibliothèque. Donc, les dernières choses, c'est des choses qu'on va désapprendre plus vite. Et on va garder, dans un premier
premier temps en tout cas, les souvenirs, même au niveau des émotions qui sont plus anciens. Maintenant, la tristesse, c'est que on voit disparaître la personne parce que les dernières expériences, s'évaporent et il y a plus de souvenirs. Mais ça peut être des expériences vécues, terminées, mais ça peut être des manières de fonctionner également. Comment ouvrir un portail, comment fermer un portail, comment cuire un œuf, comment préparer un repas qui soit équilibré, des choses qui semblent évidentes et puis qui s'en vont petit à petit et qui rendent l'autonomie à domicile quasiment impossible, sauf à avoir un accompagnement constant en réalité. Et puis ça, c'est pas forcément souhaitable non plus dans la mesure où il faut quand même s'efforcer de maintenir un lien social le plus possible. Donc voilà, il faut jongler avec tous ces éléments et tout en étant dans la tristesse en réalité. Parce que petit à petit, on perd son proche, il est toujours là, mais quand on en arrive à ce qu'il nous reconnaisse plus, ça pique. Laurence, merci d'avoir partagé ces instants avec nous sur Radio Pays d'Aurillac. Rappelez-nous là où on peut faire des dons. Alors, pour le don, c'est très simple. On peut aller sur Internet, sur la plateforme Alvarum. Donc, c'est www.alvarum, ça s'écrit alvarum.com avec un / et ensuite c'est Laurence Couturier 2024 tout attaché. Sinon, on peut me retrouver également, on peut retrouver l'adresse du don aussi sur la page Instagram qui a été créée pour ce projet qui est Laurence avec un tiret en dessous de la ligne et Purple comme la couleur PURPLE parce que j'aime beaucoup le violet. Voilà, c'est tout bête. Ça sera la couleur de votre tenue ? Oui, absolument. Pour les gens qui courront à mes côtés ou qui verront les reprises médias, il y a à n'en pas douter du violet dans ma tenue. J'espère que nous allons pouvoir suivre vos progrès et j'espère que vous nous repasserez un petit coup de fil dans quelques semaines, un petit peu avant, puis peut-être après aussi, voir un petit peu comment ça s'est passé. Certainement, avec grand plaisir. Ça me fera très plaisir de vous donner des nouvelles du projet. Et puis, écoutez, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau très bientôt. Bien sûr. Merci d'avoir été là avec nous. Merci à vous. Je sais pas, mais là, moi, vraiment, je me demande pourquoi, en fait. Mais pourquoi quoi ? Je sais pas. Pourquoi, voilà, c'est tout. Pourquoi ? Ok. Pourquoi Il faut être fatigué pour être content de rentrer. Il faut que tu partes pour pouvoir me manquer. Ça marche mieux quand j'arrête de penser. J'arrive pas à m'arrêter de penser. Quand je veux plus quelque chose, ça finit par arriver. Quand c'est bon, c'est mauvais pour la santé. Je vis toujours dans l'instant d'avant ou d'après. On casse tout comme s'il y avait pas d'après. Quand c'est interdit, j'ai envie d'y aller. Quand j'ai le droit, je veux plus y aller. Je veux toujours le dernier truc stylé. Quand je l'ai, je veux un autre truc stylé. Je dis que je m'aime alors que je peux pas me poser. Quand j'en sais rien, je prends mon air assuré. Ça a toujours l'air plus cool à côté. Quand je les admire, il me prend l'envie de les juger. Vas-y, débranche-moi ça et prends-moi dans tes bras. Je crois qu'on saura pas pourquoi c'est comme ça. Donc débranche-moi ça et dis-moi que ça ira. Même si on sait pas pourquoi c'est comme ça. On dit que j'approuve alors que j'ai même pas parlé. Je dis que je comprends alors que je peux juste imaginer. Si je parle fort, on va moins me faire chier. Je sais toujours quoi dire, mais après, je veux être seule, sauf quand c'est pour de vrai. Je veux leur plaire alors que je peux rien leur proposer. Je suis la seule qui ait le droit de m'insulter. Quand j'ai peur, j'essaie de critiquer. Quand je mets une robe, je me fais siffler. Quand je mets un jog, je me fais siffler. J'ai toujours peur que les gens soient intéressés. Et en fait, il était... S'il y en a un qui meurt dès que tu lui ressembles, c'est terminé. Quand quelqu'un meurt, je me mets à plus l'aimer. Dans les films, c'est pas la réalité. Je pleure encore devant les Walt Disney. Vas-y, débranche-moi ça et prends-moi dans tes bras. Je crois qu'on saura pas pourquoi c'est comme ça. Donc débranche-moi ça
et dis-moi que ça ira. Même si on sait pas pourquoi, c'est comme ça. Waouh, mais c'est le bordel dans ta tête en fait. T'en as pas marre de te poser toutes ces questions, sérieux? Si, mais je te jure, j'ai vraiment tout essayé, quoi. Ah ouais? Et t'as essayé de t'en battre les... Raïssa Quadio, bonjour. Bonjour, Et bienvenue sur l'antenne de Radio Pays d'Aurillac. merci beaucoup pour votre invitation. En quelques mots, pourriez-vous vous présenter? Alors, je suis Raïssa Quadio, je suis maman d'un petit garçon de 2 ans et demi. Je suis originaire de Limoges, mon papa est de Côte d'Ivoire. J'ai vécu là-bas toute mon enfance à Limoges. Pour retrouver mon compagnon, je suis arrivée à Aurillac en 2017. J'étais alors conseillère patrimoniale et depuis l'année dernière, j'ai tout abandonné pour me consacrer à ma passion, donc qui est l'écriture. Comment passe-t-on des chiffres aux lettres? C'est une très bonne question. Je suis Gémeaux, donc je suis très curieuse. J'ai les deux facettes et j'ai toujours été passionnée par les deux. Donc les chiffres, étant quand même quelqu'un de très pragmatique, ont pris le pas au début parce que c'était la voie la plus raisonnable. Donc je me suis épanouie dans les chiffres pendant des années et j'ai été rattrapée par les lettres qui ne m'ont jamais quittée, qui ont toujours été là, mais qui, selon moi, n'étaient qu'un loisir normalement et qu'une passion et que ce n'était pas raisonnable de penser pouvoir en vivre un jour. Vous êtes également romancière? Voilà, c'est ça, je suis auteure. Donc depuis 2014, j'écris, je me suis mise vraiment à l'écriture, même si j'ai toujours eu des petits carnets par-ci par-là depuis que je suis gamine. Mais en 2014, je me suis vraiment décidée à me former, à apprendre, à trouver une rigueur, une méthode, une organisation, parce que quand on travaille dans la banque, quand on a une vie sociale bien remplie avec du sport, trouver des moments pour écrire, c'est pas forcément toujours évident. Donc voilà, je me suis construit une méthodologie, je me suis construit une routine qui m'a permis d'écrire 3 romans, donc 2 encore en étant encore salarié, qui font chacun 400 pages. En plus, vous êtes maman. Être maman, ça prend du temps. Oui, je suis maman en plus, hyper fusionnée, on va dire. Donc je passe énormément de temps avec mon petit bout de chou et c'est ça qui a été le déclic l'année dernière. J'adorais mon métier, conseillère patrimoniale, accompagner les projets d'une vie de mes clients. Vraiment, j'étais à fond dedans. Mais justement, j'étais à fond dedans, ça me stressait, ça m'oppressait. J'y pensais même quand je rentrais à la maison et je voulais pas que mon petit garçon ait une maman stressée. Je voulais vraiment qu'il y ait une maman qui soit en pleine conscience de ce qu'elle est en train de vivre avec lui, qu'elle soit disponible, qu'elle soit joyeuse, qu'elle joue avec lui à tout. Et du coup, je me suis dit, c'est maintenant, c'est pas quand il aura 15 ans qu'il faut profiter de lui. Et c'est là que j'ai démissionné. Qu'est-ce qu'une coach en écriture? Alors, une coach en écriture, c'est quelqu'un qui accompagne les personnes qui ont une histoire à raconter. Pas forcément des personnes avec une grande fibre littéraire, un gros bagage ou quoi que ce soit. Juste des personnes qui ont une histoire à raconter. Et ensemble, on construit un chemin d'écriture adapté selon les besoins de la personne, que ce soit des besoins de rédaction, que ce soit des besoins seulement de correction, que ce soit des besoins de mise en page, de contact avec les imprimeurs, etc. Selon le moment du projet, voilà, j'interviens après un bilan personnalisé d'une demi-heure. Sinon, j'interviens aussi dans les médiathèques auprès d'instituts spécialisés pour faire des ateliers pour pouvoir s'exprimer avec l'écriture. Pour moi, c'est un moyen de se réapproprier sa vie. C'est ce que j'ai fait l'année dernière en faisant ce choix risqué, en osant tout quitter pour écrire. Et je veux montrer que c'est possible et je veux aider surtout les personnes qui ont envie aussi de faire ce choix ou qui ont juste envie de prendre le stylo et de s'épanouir pour écrire une histoire pour eux, pour écrire une histoire pour leur famille, pour transmettre, pour raconter. Laisser une trace aussi un peu quelque part, puisque les écrits restent. Exactement. Et ce que je dis, ça permet de se réconcilier parfois
avec soi-même déjà, mais aussi avec des proches. Parce que mettre des mots sur des non-dits, des fois, ça peut apporter des belles choses. Il est souvent plus facile d'écrire ce que l'on a sur le cœur que de le dire face à face. Ah ben alors là, on est d'accord. Même si je suis une grande bavarde, la communication, c'est pas toujours mon fort, donc on est d'accord. S'il y en a qui arrivent, qui ont un verbe facile et qui sont des grands orateurs et qui arrivent à convaincre facilement à l'oral, ça, c'est loin d'être mon cas. Donc oui, l'écriture, je trouve ça beaucoup plus facile et justement, c'est ça, c'est accessible à tout le monde. Il suffit d'une feuille et d'un stylo et on peut reprendre les rênes et écrire sans jugement. Vous m'avez dit que votre papa était ivoirien. Quel est votre rapport au français ? Est-ce que ça a été d'entrée de jeu votre première langue ? Oui, alors mon papa ne nous a pas appris sa langue. On lui en veut aujourd'hui, mais il ne nous l'a pas transmise parce que mon papa est ivoirien, ma maman est du Limousin. Et lui ne nous a pas partagé, il nous a partagé la culture, nous a partagé les valeurs, donc ça nous a vraiment enrichi. Moi, je trouve que ce métissage est vraiment une chance et une ouverture d'esprit, mais il nous manque la langue. Voilà, ça a été transmis par ma maman qui a toujours lisé 3 livres par semaine. On en discutait souvent les soirs. Voilà, on a toujours beaucoup échangé, beaucoup parlé, beaucoup lu. Ça m'a été transmis par ma maman. Le métissage est une richesse. Dessus, voilà, nous c'est notre plus grande richesse, la famille, mes 2 sœurs, mes parents et nos origines africaines. Ouais. Mais est-ce que finalement, s'il vous a pas appris sa langue, est-ce que c'était pas aussi par souci d'intégration de sa part ? Je pense. Oui, c'est vrai que je me suis jamais posé la question, mais il y a certainement de ça. Envie, vous maintenant, de vous tourner davantage vers cet héritage culturel, cet héritage linguistique ? Est-ce que vous avez des... Bien sûr. Bien sûr. Et j'aimerais apporter des choses là-bas. J'ai encore de la famille. Là, dernièrement, j'ai un cousin qui m'a contacté, qui est enseignant en Côte d'Ivoire. Donc, si je peux après développer aussi ce que je fais ici, là-bas, ce serait une belle réussite, une belle récompense, oui. Et la boucle serait bouclée. Le français par son histoire, a beaucoup touché l'Afrique. Est-ce que ça n'a pas été aussi, alors malheureusement, pas toujours dans le bon sens, mais est-ce que ça n'a pas été aussi une chance pour l'Afrique, pour une certaine unité linguistique ? En tout cas, la francophonie, c'est quelque chose qui perdure malgré tout. Oui, tout à fait, tout à fait. Après, effectivement, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a un vrai respect de la langue française pure. Quand je vois les mots utilisés par mon papa, c'est des mots français, mais que des Français n'utiliseraient pas, mais qui sont justes et qui sont beaux même. Donc, j'ai toujours eu cette observation qui me faisait sourire dans le choix de ces mots, de revenir au français, au vrai français, on va dire, qui avait été appris par les enseignants français installés en Côte d'Ivoire, qui tenaient les écoles là-bas et qui leur ont fait apprendre, qui leur ont tout enseigné du coup, et enseigné via cette langue française par rapport aux matières de l'école. Après, c'est vrai qu'il y a toujours cette complexe réflexion de la présence française en Afrique, les apports incontestables qu'il y a eu, mais aussi les divisions et une certaine mainmise qui divise et qui crée des conflits. C'est ça qui... Oui, de toute façon, le colonialisme n'est pas une bonne raison ni une bonne solution. Non, on le voit maintenant, oui. Avec le recul, on peut le constater. Est-ce que finalement, avoir ce que j'appelle moi un langage châtié, mais en tout cas l'utilisation des bons mots, du bon vocabulaire, ça n'est pas aussi une richesse de l'âme ? Car plus on a de mots, plus on peut s'exprimer. Oui, tout à fait. Et je compare souvent justement la langue anglo-saxonne, du coup très répandue, et va à l'essentiel pour communiquer, pour échanger et pour aller vite en soi, alors que nous, en France, c'est ça le souci, le soin du mot juste. Et je suis contente, d'être française et pas anglo-saxonne, parce que pour écrire, quand on aime écrire, pour faire des jolies phrases et pour transmettre le maximum d'émotions, d'avoir toute cette palette qui est passionnante,
c'est forcément bien plus stimulant, c'est certain. Ouais. L'anglais, langue d'action, le français, langue de réflexion. Voilà, c'est exactement l'idée que j'en ai. Exactement. Ouais. Parlons un peu de votre nouveau métier, coach en écriture. Oui. Actuellement, vous avez des projets. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Alors en ce moment, là, je suis en plein dans la promotion de mon dernier roman. Donc c'est un. On va en rappeler le titre. Donc c'est Bewatch. Donc c'est une saga. On est sur le dernier tome, le 3e, une trilogie qui peut être lue sans avoir vu le 1 et le 2. Je me suis mis ce challenge-là dans l'écriture, qui n'a pas été forcément un défi facile à relever, mais qui a été fait. Et donc il sort le week-end prochain, 20 et 21 avril, et je le présente au Moulin d'Arpajon. Il nous est prêté par la mairie à notre association d'auteurs, le Salon du Livre Éphémère. Donc grâce à cette association, j'organise un week-end entier de rencontres dédicaces où sont exposés les travaux de l'école du lycée de Saint-Géraud. Donc les deuxièmes années DNA numérique ont travaillé sur mes décors et mes personnages. Ils ont fait un travail fantastique avec en plus des bandes annonces et tout ça sera exposé et diffusé au Moulin pendant 2 jours, donc en accès libre, gratuite, avec la visite possible du Moulin et la découverte de leurs travaux et aussi du dernier roman. Oui, le lycée Saint-Géraud produit toujours de jolis contenus artistiques. Oui, tout à fait. Et il en faut beaucoup et c'est bien d'avoir cet espace-là, surtout quand on voit aujourd'hui avec la jeunesse les difficultés qu'ils ont, notamment post-Covid ou avec le poids des réseaux sociaux qui, justement, c'est ce que je dénonce dans mon roman d'anticipation, cette technologie censée nous connecter et qui au final nous isole, voire nous divise. Donc eux, ils ont grandi avec ça. Et voir un lycée comme ça où chacun peut exprimer sa personnalité, c'est très important. Oui. Alors bon, après on est dans le Cantal, on est dans un endroit assez privilégié où finalement le temps long est souvent plus privilégié au temps court. C'est aussi une qualité de vie. Oui, c'est pour ça que je suis contente d'être ici. Je suis de Limoges. Alors quand on sort des études, on a envie de grandes villes. Et finalement, je me retrouve à Aurillac. Et je trouve qu'Aurillac, c'est comme Limoges, mais juste en plus petit. Donc qualité de vie, comme vous dites, on court pas partout. Et pour élever une famille, c'est l'endroit parfait. Plus les villages, qui n'enlève rien. Donc non, c'est un choix, jamais je ne pourrais le regretter. Parlez-nous un peu de votre association. Donc l'association Le Salon du Livre Éphémère donc, vient de fêter ses 3 ans. Elle a été créée par Céline Bourbon en 2020, en plein milieu du Covid. Au début, c'était pas une association, c'était juste un groupe Facebook pour réunir les auteurs en virtuel parce que on était tous frustrés de ne plus pouvoir tenir de stand, échanger avec nos lecteurs, dédicacer nos livres, etc. Et donc, elle avait créé un espace virtuel où on pouvait échanger entre auteurs et lecteurs. Et ça a tellement pris, il y a eu plus de 4000 membres dans le groupe dans toute la France, qu'une fois les contraintes du Covid levées, ça s'est transformé en salon physique. Donc, le premier a été à Crandel, il y a 3 ans de ça. Et on continue de garder le même esprit, des auteurs de toute la France. Donc ça permet de faire amener dans le Cantal des auteurs qui ne sont pas d'ici, qui ne connaissent pas le coin et qui ensuite reviennent justement pour cette beauté des paysages. Il y en a plein qui ont des coups de cœur et qui reviennent ensuite en vacances. Donc ça leur fait découvrir la région. Et les lecteurs, ça leur fait découvrir des ouvrages hors Cantal. Ça, c'est l'effet Cantal. Ça fait toujours ça. On a toujours envie d'y revenir. Ah oui, j'entends beaucoup d'histoires comme ça, ouais, chouette. Là, ça va être un petit peu le début d'une tournée de dédicaces, je suppose, pour vous. Oui, voilà, exactement. Donc, on continue les ateliers qui sont faits dans les médiathèques d'Aurillac et d'Arpajon tous les premiers samedis du mois. Ça tient toujours. Et maintenant, on attaque, comme vous savez, la tournée des dédicaces, donc la première au Moulin. Et ensuite, là, je mettrai les informations sur Facebook et sur mon site, mais on aura la Snack, Point Virgule, Leclerc Culture et des médiathèques également qui vont m'accueillir. Et j'essaierai d'en faire aussi sur Limoges. C'est tout à fait normal, hein. Voilà, on n'oublie pas. Ah bah on n'oublie jamais l'endroit où l'on a vécu son enfance. Voilà, où on a tout appris. Ouais. Ce sont nos racines, l'enfance, et finalement on y revient toujours plus ou moins parce que ça permet de se recentrer aussi sur soi-même. Oui, c'est ça, de se retrouver. Oui. Pour ceux qui veulent vous lire, quand même, ça fait quoi ? Ça fait 1200 pages à lire, ça fait beaucoup, non ?
Oui, faut aimer lire. Hein. Donc comme je disais, le 3e tome peut se lire tout seul, on peut tout comprendre et plonger dans l'univers. C'est pas gênant, mais il fait quand même 370 pages celui-là. Et après, voilà, j'ai écrit ce que j'aime lire. Et moi, j'aime rentrer dans un univers, rencontrer des personnages, avoir l'impression de les connaître. J'aime quand on rentre dans un livre et qu'on a la frustration quand arrivent les 2-3 dernières pages de se dire « Ah non, je veux pas que ça se termine, je veux pas les abandonner, je veux pas les quitter, qu'est-ce que je vais lire après ?» Donc, comme j'aime ça, et voilà, j'ai fait en sorte qu'il y ait quand même de quoi passer un bon moment avec 3 tomes. On va rappeler votre groupe Facebook pour ceux qui veulent en apprendre davantage sur vous et sur votre association. Donc, le groupe de l'association, c'est Salon du Livre Éphémère. Et pour mon Facebook, c'est le nom de mon héroïne. Donc, c'est Joanne, Joan, Marx, comme Karl Marx. Il y a une petite idée ou c'est juste un hasard? Il y a un petit fond. Un petit fond. Raïssa, je vous remercie d'avoir passé ces instants avec nous. J'espère qu'on se retrouvera régulièrement sur Radio Pays d'Aurillac et plus particulièrement dans notre émission Chronique Terrienne pour suivre un petit peu vos travaux, vos avancées et puis les différentes manifestations que vous pourriez organiser. Alors moi, ce sera avec grand plaisir. Je n'hésiterai pas à vous communiquer mon actualité et je me tiens disponible dès que vous avez un instant. Au revoir. Bonne journée, merci beaucoup, au revoir. Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux? Mais dis, qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous invite à revenir dès la semaine prochaine. Au revoir à toutes, au revoir à tous.